Bonjour à tous. Bonjour à tous. Donc, on va pouvoir commencer ce webinaire. Pendant tout le webinaire, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat et on aura un moment à la fin pour y répondre et pouvoir interagir un peu avec vous ou même peut-être en direct sur certains points. Pour vous présenter un peu Lemon Learning, on est spécialiste de l'adoption digitale. On fait en sorte que le logiciel soit bien utilisé en outillant toutes les phases de la conduite du changement, à savoir la communication, la formation et le support, avec la particularité qu'on a développé un outil qui s'intègre directement dans les logiciels, et en l'occurrence dans Salesforce, dont on va vous parler aujourd'hui, mais on fait des projets sur tout type de logiciel. Et on a des équipes qui accompagnent nos clients, et donc Constance fait partie. Et aujourd'hui, l'objectif, c'est pas de vous parler uniquement de Lemon Learning, mais c'est surtout de vous parler de la conduite du changement au sens large dans Salesforce, avec des cas pratiques de ce que nous on fait, mais aussi des enjeux qui sont un peu plus larges. Donc, Constance, je te laisse te présenter. Très bien. Je suis Constance Roquin, chef de projet chez Lemon Learning et je suis en charge du déploiement de la solution chez nos clients. Donc, appuyée par notre directeur de projet et des ingénieurs pédagogiques, je réalise l'analyse de projet, j'identifie avec le client les contenus pédagogiques, je peux être amenée à les créer aussi, je forme les clients, je déploie et puis je reste présente pour maintenir la solution et pour être à l'écoute des nouveaux besoins. J'ai vraiment un rôle 360 sur la mise en place du projet et je suis aussi du coup experte de la solution Salesforce. Très bien. Et pour ma part, je suis Pierre Leroux, je suis le fondateur de la société. Donc, c'est moi qui dirige la société et qui impulse la vision. Alors, pour vous parler un petit peu de Salesforce, déjà pour ceux qui ne connaîtraient pas. Donc Salesforce, il vous en parlerait bien mieux que nous parce qu'on n'a pas de lien particulier capitalistique avec eux. On est bien intégré dans l'écosystème et on fait des projets sur tout type de logiciels. Mais pour vous donner déjà un aperçu, disons, de ce qu'ils peuvent faire, il y a la solution historique qui est Sales Cloud, qui est le CRM. Alors parfois, on fait un peu l'amalgame, même nous en interne, entre la partie CRM et toute l'offre de Salesforce. Mais c'est parce qu'ils ont beaucoup de clients sur cette partie-là. Il y a la partie Marketing Cloud qui est la partie Marketing Automation. C'est une brique qui a été ajoutée un peu plus tard et qui permet de se dire on a toutes les données sur nos clients dans le CRM. Maintenant, on va essayer d'interagir, de leur envoyer des messages au bon moment, ce qui est une tendance de fond. Et on a la partie Service Cloud qui est plus sur la partie centre d'appel, mais aussi paramétrage de Salesforce. Il y a toute la partie Customer Care également. Ce qui est intéressant de retenir sur Salesforce, au-delà des aspects fonctionnels de la solution standard, c'est que c'est une solution qui est très paramétrable. C'est une solution qui aujourd'hui, finalement, quand on voit cette slide, on se dit finalement Salesforce, est-ce que c'est encore ça ou est-ce que ça devient presque l'ERP de l'entreprise sur certains aspects? Parce que beaucoup de process vont dans Salesforce. Ce qu'on s'aperçoit chez nos clients, c'est qu'on n'a pas un seul client chez qui on a réutilisé des guides ou alors vraiment à la marge ou des contenus, parce que tous le personnalisent en fonction de leur métier. Donc, il y a déjà un premier niveau de personnalisation qui est possible dans l'outil et de paramétrage pour définir ses propres objets, etc. Et il y a ensuite une deuxième capacité de coder directement dans Salesforce, d'interagir avec d'autres systèmes sur une technologie qui est relativement ouverte et documentée. Et je pense que c'est ce qui fait aujourd'hui le principal succès de la solution Salesforce chez nos clients, c'est cette capacité de paramétrage et de mise en place assez agile et assez rapide et évolutive. Et on va en venir du coup à des sujets de conduite de changement. Quand vous avez quelque chose qui est très évolutif, on ne peut pas faire des contenus de formation comme avant qui sont figés parce que le Salesforce que vous allez mettre en place aujourd'hui ne sera plus le même demain. Vous aurez construit d'autres choses et vous aurez fait évoluer d'autres choses entre-temps. Donc les principaux défis qu'on peut imaginer dans un déploiement Salesforce, et c'est des défis qui peuvent être communs à n'importe quel projet, et j'insiste sur la partie plutôt CRM, bien sûr, qui est la plus répandue aujourd'hui, c'est déjà déployer le logiciel à grande échelle, sur des usages qui peuvent être très différents et avec des rôles utilisateurs qui peuvent être très différents.
Typiquement, on va avoir tous les acteurs de la chaîne commerciale et parfois même logistique qui vont être présents avec des droits et des rôles et des process différents dans Salesforce. Donc il y a cette complexité-là. On peut avoir de la résistance. Quand on met en place un nouveau logiciel, on peut avoir de la résistance de façon générale. Des frustrations liées au digital parce que pas tout le monde est à l'aise avec les outils. Il y a aussi beaucoup de projets qui sont très mobiles et qui sont pensés mobiles dès le départ sur Salesforce. Et les fameux enjeux qu'on rencontre dans le CRM, assez classiques de je ne veux pas mettre les données de mon client dans le CRM, etc. Donc des classiques à prendre en compte bien sûr, euh, parce qu'il faut arriver à avoir les ressorts et les intérêts de chacun dans un plan de conduite du changement. Il y a des enjeux de formation. Alors en ce moment, on constate un passage massif au digital, à la formation digitale de par la situation sanitaire actuelle. Et ça serait intéressant si vous pouviez nous faire un tour dans le chat sur vous, ce que vous avez constaté. En tout cas, nous, ce qu'on a constaté, c'est qu'il y avait vraiment des très forts enjeux de passage au digital un peu à marche forcée, on va dire. Par ailleurs, il y a l'enjeu de l'adoption. Trouver les bons canaux de communication, les bons usages, et pas uniquement utiliser le logiciel comme un outil de saisie de données et de reporting, mais quelque chose qui peut faire gagner du temps aux utilisateurs. Et pour ça, il y a des analyses d'impact à avoir dès le départ, et ça accélère vraiment la conduite du changement. Donc là, ce qu'on va voir sur les prochains points, et vous aurez aussi une démonstration en live de notre produit, ça va être les questions à se poser, comment réussir sa conduite du changement, mesurer le ROI, et bien sûr répondre à toutes vos questions. Constance? Tout à fait. Je vais vous parler donc des questions clés à se poser avant le début du projet. Et on va commencer par du coup un chiffre que je vais commenter un peu plus loin dans les slides. Pierre, si tu peux juste changer. Oui. Voilà, qui est donc 45%, donc moins de la moitié des clients CRM parviennent à un taux d'adoption supérieur à 90%. J'y reviendrai dans un deuxième temps pour analyser un peu plus ce chiffre. On va passer juste à la slide d'après sur les questions à se poser donc en début de projet. Lors de l'intégration d'un outil comme Salesforce, on se pose souvent les questions de base. Qui, quoi, comment, pourquoi, quand. L'équipe SI en charge va prendre tout un tas de décisions, parfois en prenant compte des antécédents lors de la mise en place d'anciens déploiements, en effectuant des enquêtes auprès des collaborateurs pour réaliser des personas, etc. Pourtant, on peut voir aussi énormément d'intégrations, ce qu'on pourrait appeler mécaniques, d'outils dans des SI, qui sont souvent issus d'une pression commerciale et d'un discours marketing. La prise de décision de faire une intégration d'outils est alors affaire de perception et devient un ressort pour renforcer la compétitivité d'une entreprise. Sous-entendu, on place le côté business avant tout. Alors bien sûr, c'est une réalité. Le business, il en faut pour faire tourner la maison. On pourrait faire un syllogisme bête et méchant. Une société qui innove, c'est une société qui progresse. Donc, si mon entreprise elle innove, elle va forcément progresser. Pourtant, dans l'intégration d'un tel mastodonte comme Salesforce, la notion de performance, c'est un réel enjeu. Pour que l'innovation technologique, elle induise une amélioration des performances et donc bien sûr du business, puisque c'est ça qui compte au final, il est nécessaire que l'outil s'intègre dans un réseau d'acteurs qui soient au préalablement d'accord pour subir ce changement. Et du coup, on va lier des questions de base de début de projet à des notions de conduite de changement et donc de formation. Et au-delà de tout défi technique, le but, c'est de pouvoir interpréter les besoins des utilisateurs et de les transcrire par des actions concrètes. En faisant le déploiement, on va intégrer aussi le plan de formation en tout début de projet, parce que c'est ça qui va créer un canal de communication avec les utilisateurs et ils vont se sentir intégrés au projet. Et on va pouvoir du coup, dans l'interface de Salesforce, retranscrire en termes de process les bons process.
Et pour finir sur cette slide, sur une petite anecdote, dans une de mes anciennes expériences en tant que consultante, une équipe avait déployé un des outils pour un grand compte, donc un magnifique outil ultra puissant, capable d'envoyer des campagnes de mailing intelligentes, assez incroyables. On a déployé chez le client et l'équipe de projet client s'est retrouvée avec un book de 170 pages PDF pour se former sur, cet outil et leurs yeux pour pleurer tellement l'outil était complet. Et du coup, cette histoire, elle n'a pas du tout bien fini. Très bien. Alors, je vais vous parler un petit peu maintenant de comment nous, on accompagne nos clients sur Salesforce et ce qu'on préconise. Donc, pour vous présenter rapidement la société Lemon Learning, aujourd'hui, on est leader en France des plateformes d'adoption digitale. On a des clients qu'on accompagne qui sont principalement des grands groupes, en tout cas des sociétés de plus de 500 000 personnes, partout dans le monde. On fait à peu près 20% de nos projets en multilingue. On fait 50% de nos projets sur des logiciels qu'on n'a jamais vus. Donc tout ce que vous allez voir aujourd'hui sur Salesforce au niveau fonctionnel et approche s'applique à beaucoup d'autres logiciels. C'est très interopérable. On est en forte croissance, hein. Cette année, on a doublé nos effectifs et on devra encore doubler chaque année à partir de maintenant. Et on est également en train de s'étendre un petit peu partout en Europe. Sur Salesforce en particulier, on a fait un ensemble de projets, par exemple chez PSA, chez Randstad, chez AGFOS, chez Covea, donc MMA, MAF et compagnie, AG2R, comme Exposium. Donc on a une quinzaine de projets aujourd'hui sur Salesforce. Et les clients que vous voyez là sont des clients qui n'utilisent pas Lemon Learning que pour Salesforce. Parce qu'en général, quand nos clients essayent notre solution sur un logiciel, ils ont tendance à l'implémenter sur d'autres logiciels parce que c'est facile de l'étendre et qu'ils s'aperçoivent qu'ils ont des économies importantes et des gains d'efficacité importants en utilisant cette approche-là. Et justement, en termes de ce qu'on apporte aujourd'hui pour nos clients, ça va être une optimisation de la formation, à la fois en termes de coût et d'efficacité, par un apprentissage par la pratique, vous le verrez. Également du support. Aujourd'hui, une grande partie de nos clients sont des directions informatiques qui cherchent à diminuer le support avec des questions qui sont assez redondantes, des gens qui ne consultent pas les modes opératoires qu'on leur donne. Et des enjeux de communication. Le fait de communiquer directement dans l'outil, c'est quelque chose qui est très important parce qu'aujourd'hui, il y a un vrai sujet chez nos clients, c'est qu'ils envoient des mails que personne ne lit. Parce qu'il y a toujours un paquet de mails et que les gens ne sont pas concernés au moment où on leur envoie. Donc, le mieux, c'est que vous voyez en action comment on fait et comment ça se matérialise pour nos clients. Donc, je vais partager mon écran. Alors, Constance, on voit bien mon écran? Oui, c'est parfait. Ok, bah c'est parti. Donc, démonstration dans Salesforce, dans Sales Cloud en l'occurrence. Donc, ce qu'on fait, nous, c'est qu'on rajoute cette petite bulle directement dans l'outil. Quand je clique dessus, j'ai accès à un ensemble de guides qui correspondent aux principales fonctionnalités. Je peux faire une recherche si je cherche un contenu, un process en particulier, ce contenu est accessible dans toutes les langues possibles et imaginables, et on reconnaît automatiquement l'utilisateur. Donc là, je vais lancer un guide, créer une opportunité, et je vais être guidé pas à pas par des bulles qui vont me guider automatiquement dans l'outil. Donc, par exemple, première étape, cliquer sur opportunité, je clique et on passe à l'étape suivante. Cliquez sur nouveau, je clique et ainsi de suite, on passe à l'étape suivante. Donc, vous voyez, c'est vraiment un guidage pas à pas, étape par étape, avec la particularité qu'on peut aussi donner des informations métiers, des informations additionnelles sur la bonne saisie. La particularité de Lemon Learning par rapport à des PDF ou des vidéos est assez simple. Quand vous avez des PDF, des modes opératoires ou des vidéos sur un LMS ou un SharePoint ou que sais-je, il n'y a que 5% des gens qui vont les consulter. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas où c'est ou qu'ils n'ont pas envie de, entre guillemets, perdre le temps à se former. Là, on est directement dans l'outil, donc on est guidé pas à pas, donc on a un ancrage mémoriel qui est bien meilleur parce que 70% de ce qu'on apprend, c'est en faisant.
Et par ailleurs, vu qu'on est dans l'outil, on a plus un gain de temps parce qu'on fait en même temps, donc on a aussi la solution en direct. Donc ça, c'est la fonctionnalité de guidage pas à pas, étape par étape. Et cette fonctionnalité peut aller assez loin dans la mesure où on peut aussi poser des questions à l'utilisateur sur ce qu'il souhaite faire ou détecter ce qu'il est en train de faire. Par exemple, là, en fonction de cette réponse, si je dis oui, je veux en créer une autre, le guide va me dire d'aller sur enregistrer nouveau, alors que dans le cas contraire, il m'aurait juste fait arrêter sur enregistrer. On aurait aussi pu détecter à un certain stade à quelle étape est l'utilisateur pour le guider au bon moment. Donc là, pour lancer mon guide, j'ai lancé ce guide en fait directement depuis la petite bulle d'aide ici parce que j'avais une question. Mais le guide pourrait se lancer de plein d'autres façons. Par exemple, là, je viens de cliquer sur comment remplir les champs et le guide s'est lancé parce que j'avais une question sur un point précis. On a aussi d'autres modes de lancement où c'est la première fois que j'arrive sur telle ou telle page et automatiquement le guide se lance et me dit ah, c'est la première fois que vous arrivez sur l'onglet tableau de bord. Suivez le guide pour découvrir vos tableaux de bord. Et en fait, c'est avec toute cette interactivité et le fait d'interagir au bon moment qu'on arrive à avoir une consultation du contenu qui n'est pas de 5% comme habituellement, mais plutôt de 70 à 90%. Et grâce à cette consultation forte et au bon moment du contenu, on arrive en moyenne à diminuer de 50% le support applicatif, ce qui démontre un ROI assez fort et j'y reviendrai. Alors, il y a d'autres fonctionnalités dans les mode learning. Par exemple, on a la capacité de mettre des corrections de saisie. On a aussi des infobulles qui sont des petits points d'interrogation que vous voyez ici, là, faciles à placer et faciles à traduire également. Donc ça permet vraiment d'enrichir le logiciel et de donner la bonne information au bon moment, même sur certains champs. Donc, typiquement, on s'aperçoit par exemple dans les CRM en général qu'on a des champs qui ne sont jamais remplis. On va mettre un petit message pour expliquer aux gens ce qu'il faut remplir, expliquer des fois des acronymes un peu complexes, ou tout simplement mettre en avant l'intérêt de remplir tel ou tel champ. Et ça, c'est toujours quelque chose qui est important, c'est communiquer l'intérêt du logiciel, à quoi ça va servir pour moi et à quoi ça va servir pour mes collaborateurs. Alors, il y a une autre fonctionnalité qui s'appelle les push. Les push, c'est des messages de communication qui apparaissent directement au moment où je me connecte. Donc, dès que j'arrive dans mon outil, j'arrive dans Salesforce, j'ai ce message qui apparaît qui me dit « Bonjour à tous, une nouvelle fonctionnalité est disponible dans Salesforce, lancez le guide pour la découvrir ». Je peux vous donner un autre exemple. Là, je vais chercher dans mes anciens push, mais il faut vraiment imaginer que ça apparaît au moment où je me connecte. Là, on peut envoyer les résultats annuels de vente directement aux utilisateurs. Donc, c'est pas que, on parle vraiment de conduite du changement en général, on ne parle pas uniquement de l'utilisation de l'outil. Et cette fonctionnalité est vraiment utile pour nos clients parce que finalement, des fois, ça semble évident, mais vous n'avez pas de lien direct avec vos utilisateurs. Vous pouvez avoir des gens dans une concession automobile à l'autre bout du monde à qui vous avez besoin d'envoyer un message en espagnol sur l'outil de CRM. Et vous n'avez peut-être même pas leur mail potentiellement. Donc on a des dizaines d'exemples comme ça où vous êtes dans l'assurance, vous avez un nouveau produit qui est disponible dans le CRM, une nouvelle offre, maintenant vous faisiez l'assurance auto, moto, et maintenant vous rajoutez les bateaux, peut-être que vos commerciaux ne seront même pas au courant. Donc le responsable marketing peut avoir un accès d'envoyer des push, ces fameux messages de communication, directement à une population ciblée d'utilisateurs. Et tout ce que vous voyez là, ce qui est intéressant de noter, c'est que c'est personnalisable par profil. C'est-à-dire qu'un commercial, un manager ou autre n'aura pas le même contenu que son collègue qui n'a pas le même profil. Donc cette segmentation pédagogique est vraiment importante pour donner de la pertinence et englober la complexité des outils. Alors, vous allez me dire, tout ça c'est bien beau, mais comment on fait pour créer ces contenus? Est-ce que c'est compliqué? Est-ce que ça nécessite des connaissances techniques? Bien, pas du tout. Pas du tout. En fait, on a cet outil de création là que je vais ouvrir. Je me connecte. Tout le monde peut créer des contenus. Donc là, je vais sur le projet concerné. Je fais créer un nouveau guide. Je sélectionne mon outil.
Et maintenant, je vais pouvoir commencer la création. Alors, je vais changer la langue de l'outil un instant. Je fais nouvelle étape. Et vous voyez, avec ce petit outil qui est ici, là, de sélection, je vais sélectionner les différentes parties de page. Donc, par exemple, là, je vais cliquer sur opportunité. Ensuite, je mets le contenu de ma bulle. Cliquez sur opportunité. Je mets le déclencheur, donc ce qui fait qu'on passe à l'étape suivante. Ça peut être un bouton suivant, un clic sur l'élément, une saisie de texte, toute action pouvant être faite par l'utilisateur. Je sauvegarde et j'ai créé ma première bulle. Donc ensuite, je vais pouvoir continuer à créer mes autres contenus assez facilement. Par exemple, là, cliquez sur opportunité. Le nom de votre opportunité. Sauvegarde. Et j'ai créé ma deuxième bulle. Entrez le nom de votre opportunité. Alors bien sûr, on peut aller beaucoup plus loin. On peut faire des étapes qui sont conditionnelles. On peut ajouter des images, des vidéos, des liens. Ce qui est intéressant à retenir, c'est que c'est 3 fois plus rapide à créer qu'une vidéo ou qu'un PDF. C'est-à-dire que là où vous aviez, je ne sais pas, par exemple, une création de contenu d'une dizaine de contenus qui allait prendre 10 jours, bah, vous allez pouvoir le faire en 3-4 jours grand max. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est facile à modifier. Et on en revient au point dont on parlait initialement. Dans le cas de Salesforce en particulier, Salesforce, c'est un outil qui est très paramétrable. Les clients qui le déploient en général de façon agile, en tout cas beaucoup plus agile que ce qu'ils faisaient auparavant sur d'autres types d'outils. Et du coup, il bouge tout le temps. Il bouge tout le temps et vous avez besoin de mettre à jour vos contenus tout le temps. Si vous avez créé des vidéos, elles ne vont pas tenir 3 mois. Et en plus, pour avoir les vidéos, il faut avoir plus ou moins une version de prod un peu bien faite, alors que là, vous allez pouvoir la créer sur une version de pré-prod pas tout à fait finie et la faire évoluer. C'est-à-dire que là, j'avais écrit « Entrez le nom de votre opportunité ». Si je veux changer le contenu de ma bulle, je peux tout à fait le faire. Je peux dire, par exemple, s'il vous plaît. Je peux recibler les éléments, rajouter des images. Voilà. Donc, c'est vraiment très évolutif. Et en fait, avoir un accompagnement en termes de conduite de changement qui est agile est aujourd'hui essentiel si votre projet est agile en face. Vous ne pouvez pas avoir 3 semaines de conception de vidéo, une livraison et derrière plus rien qui se passe. Sinon, vos contenus vont être périmés. Donc ça, c'est sur la partie création de contenu. Et ensuite, la force de Lemon Learning, c'est qu'on a en fait un back-office qui permet de gérer l'ensemble des projets de façon industrielle. Aujourd'hui, je vous l'ai dit, on travaille beaucoup avec des grands groupes qui ont non pas un projet Salesforce, mais qui ont des dizaines de projets, un projet SIRH, un projet outils achat, un projet Office 365 ou G Suite. Il y a des dizaines de projets en même temps. Et c'est pour ça que dès qu'il y a un nouveau projet, il suffit de créer un nouveau projet. Par exemple, vous aviez la partie Sales Cloud, maintenant vous ajoutez Marketing Cloud. Marketing Cloud. Vous sélectionnez les langages du projet, anglais, français, espagnol, néerlandais. Vous faites créer et votre projet est prêt à être lancé. Ensuite, vous avez juste à créer des rôles utilisateurs pour que certains puissent créer des contenus. Ensuite, quand je rentre dans un projet en particulier, par exemple un projet Salesforce, je vais avoir des statistiques sur ce projet pour savoir comment les utilisateurs utilisent Salesforce et comment ils utilisent Lemon Learning. Donc, on peut avoir des statistiques assez claires sur les différents contenus que je vous ai montrés tout à l'heure, sur une période donnée ou sur une population donnée. On peut faire des statistiques détaillées. Et vous pouvez voir un peu partout dans le monde comment les gens utilisent votre logiciel, ou de façon un peu plus réduite déjà sur la France. Ensuite, il y a la partie création d'un push. Donc la partie création de push est intéressante parce que finalement, c'est quelque chose que vous pouvez donner de façon avec un droit limité, uniquement par exemple à des managers qui voudraient communiquer à leurs équipes. Donc pour créer un push, c'est très simple. Je sélectionne une date de début, une date de fin. Je peux mettre une récurrence, par exemple, si je veux annoncer tous les lundis, n'oubliez pas de remplir vos objectifs hebdomadaires.
Ensuite, j'ai divers paramétrages si je veux que ça apparaisse ici ou là. Et ensuite, je vais mettre enfin mon contenu. Donc, bonjour à toutes, n'oubliez pas de rentrer, etc. Et enfin, je vais pouvoir sélectionner une catégorie d'utilisateurs. Parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on peut sélectionner tous les utilisateurs d'un projet, mais également uniquement les commerciaux, uniquement les managers ou autres. Donc par exemple, là, je peux sélectionner tous les gens qui sont chefs de projet implémentation. Ça, c'est probablement un exemple sur un de nos clients. Mais vous pouvez gérer toutes vos catégories assez facilement. Ensuite, on a la partie paramétrage que je tenais à vous montrer également. Donc, vous pouvez personnaliser Lemon Learning en fait de façon assez simple pour le mettre à vos couleurs. Pareil sur l'intégration, c'est industriel. En fait, il y a vraiment à aucun moment il y a besoin d'utiliser du code et le déploiement d'un projet peut se faire sous un mois, un peu plus parfois quand le projet de notre client prend plus de temps. On a aussi une partie traduction qui permet de traduire très simplement les contenus. Donc, par exemple, je vais essayer de trouver un contenu à traduire. Là, vous avez un nouveau guide est disponible, par exemple, un message de communication. Et je vais essayer de le traduire en espagnol. Donc là, vous avez un texte de disponible. Je peux faire un petit coup de Google Translate pour avoir une première passe, on va dire. Et ensuite, je vais pouvoir moi-même faire une traduction un peu plus avancée. Parce que Google ne fait pas tout, bien sûr. Ce qui est intéressant à noter, c'est qu'on a aussi une interface qui permet de faire de la traduction en mode projet. On a par exemple des projets, par exemple chez PSA, où on a déployé en 22 langues, et où on aime plus maintenant, et où on a eu besoin de faire appel à des traducteurs. Donc on a créé des missions de traduction et des rôles de traducteurs qui permettaient de gérer tout ça de façon industrielle, d'avoir tout le projet traduit en à peu près 1 ou 2 jours à chaque fois qu'on ajoutait une langue. Alors, il y a d'autres choses hein, dans la solution, mais là, l'idée, c'était de vous donner un premier aperçu et de vous montrer un petit peu le concept et ce que ça pouvait changer dans un dispositif de conduite du changement. Alors, reprenons au niveau de la présentation du coup. Donc, nous intervenons chez plusieurs grands comptes, pour ne citer que ces 4-là, donc Covea, PSA, Matmut et Fed. Si leur point commun, c'est bien l'intégration de Salesforce, leurs enjeux derrière sont tout à fait propres à un contexte, à une population, à des objectifs et à tout un tas de métriques, au final, qui font de ces projets des cas d'intégration uniques. Ce pourquoi nous les citons aujourd'hui. Si Covea souhaite Lemon, c'est pour accompagner ses utilisateurs pendant la formation. Mais le besoin s'est ensuite transformé pour devenir un besoin d'accompagnement quotidien, notamment lié aux enjeux du télétravail avec la crise sanitaire. Pour PSA, il s'agit de dynamiser les formations et de rendre le collaborateur plus réactif. S'il a un problème, sa première initiative, c'est de se rendre sur les modes. Dans certains groupes, les process métiers font évoluer Salesforce à une allure phénoménale et on se retrouve avec des rythmes de mise à jour tous les mois. L'enjeu notamment pour Matmut, c'est d'accompagner sur la bonne prise en main de ces fonctionnalités via Lemon. Et pour Fed, l'objectif, ça va être de réduire les demandes de support qui sont trop nombreuses et trop importantes. Et une support qui va être noyé par les demandes, on le sait aujourd'hui, ça entraîne souvent d'importantes pertes d'efficacité. Les configurations du coup de gestion de projet et de déploiement sont différentes en fonction du projet. On ne déploie pas de la même manière une entreprise qui déploie pour la première fois Salesforce et une entreprise dont les utilisateurs sont formés depuis 4 ans sur Salesforce, mais qui ont peut-être seulement besoin d'être mis sur le droit chemin en termes d'entrée de données et de process. Et derrière tout cela, c'est l'expertise de leur process métier et de leur population qui permet de répondre à ces différents objectifs. Si on reprend le chiffre du début, donc 45,7% parviennent à un taux supérieur d'adoption à 90%. On le met un peu à l'envers, on se rend compte aussi que c'est 50% des entreprises qui sont en dessous d'un taux d'adoption à 90%. C'est souvent des entreprises qui sont cantonnées au même débat de la formation. Intégrer de réflexion de conduite de changement, c'est une chose, c'est ce que je disais au début, mais il va falloir aussi mettre en perspective selon ces véritables problématiques.
Par exemple, pour Covea, l'utilisateur est sur le terrain. Il n'a pas forcément le temps d'aller consulter des PDF, des vidéos. Et du coup, il va se retrouver seul face à son process parce qu'il n'a pas le temps d'aller les consulter. Et pour un outil comme Salesforce, en perpétuelle transformation, c'est ce que disait Pierre, maintenir des modes opératoires, des PDF, c'est même plus envisageable, on se retrouve avec un applicatif qui évolue en permanence. Donc, ces 4 projets, au final, sont des gestions de projet, de la création vraiment liées à leur contexte d'entreprise. Du coup, en tant que chef de projet, lors du déploiement, on va essayer de comprendre tous ces enjeux pour que ça se passe au mieux. Sachant aussi que, bien sûr, un déploiement sur 20 000 utilisateurs, 400 utilisateurs n'a rien à voir. Donc, on va essayer de prendre en considération tous ces facteurs. Très bien. Alors, pour vous parler un petit peu du ROI, alors déjà, pourquoi mesurer le ROI? Tout simplement parce que des fois, la conduite changement est un peu le parent pauvre des budgets IT, alors qu'en fait, il y a des ROI forts à trouver et pas si compliqués que ça à démontrer. Typiquement, un chef de projet passe en moyenne, dans une DSI, passe en moyenne 20% de son temps à faire du support. Donc, si on arrive à diminuer ce support, on arrive facilement à démontrer du ROI. Et par ailleurs, les logiciels qui sont implémentés le sont à des coûts relativement importants et récurrents. Et une bonne utilisation permet d'atteindre les objectifs qu'on s'est fixés sur ces logiciels et sur la digitalisation de l'entreprise en général. En moyenne, on s'aperçoit qu'il y a peu d'analytiques, peu de calculs de ROI qui sont faits, tout simplement parce que la donnée n'est pas toujours présente. Et c'est aujourd'hui ce qu'on essaie d'apporter aussi à nos clients, c'est de mettre de la donnée de façon un peu automatisée, sans qu'il y ait besoin de faire quoi que ce soit ou de faire des études, ou ce genre de choses qu'on n'a pas toujours le temps de faire dans les projets. Alors, comment mesurer le ROI et avoir des insights en général, pas que du ROI, déjà définir des KPI en amont. Qu'est-ce qu'on veut observer, qu'est-ce qu'on veut mesurer. Par exemple, l'utilisation du logiciel, la satisfaction des utilisateurs, le respect des process, la qualité des données. Ensuite, analyser ces données. Alors, c'est important de le faire en amont, mais aussi c'est important de le faire aussi en continu. Parce que justement, on parle de méthode agile, on parle d'un projet, un projet Salesforce, c'est un projet qui ne finit jamais. On améliore tout le temps des choses, où on fait évoluer les process, où on ajoute des fonctionnalités. Il y a une richesse fonctionnelle qui est quand même assez forte, et il y a des nouveaux produits que Salesforce ne manquera pas de vous proposer à différents moments et qui permettent d'aller un peu plus loin. Et vous pouvez optimiser du coup les contenus. Alors en l'occurrence, c'est un peu ce que je vous montrais tout à l'heure avec notre outil. On peut créer des nouveaux guides, on peut envoyer des pushs, on peut mettre des correcteurs de saisie là où les utilisateurs remplissent mal certains champs. Et ça, c'est parce que vous avez de la donnée en face que vous allez pouvoir le faire de façon assez structurée et quasi scientifique, si j'ose dire. Voilà, donc on vous a présenté, disons, nos principales fonctionnalités, notre approche, ce qui pouvait être fait en termes de conduite de changement sur Salesforce. Est-ce que vous avez des questions? Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Pas de questions particulières apparemment. On sait que tout était très clair. Écoutez, c'était un plaisir de faire ce webinaire avec vous. N'hésitez pas à noter nos coordonnées. On est tous les deux disponibles si vous avez quoi que ce soit ou si vous voulez organiser un rendez-vous avec un de nos commerciaux. Ça sera avec plaisir. De notre côté, on a aussi vos coordonnées. Que vous dire d'autre? Si vous avez d'autres questions par la suite, vous pouvez aussi nous les envoyer par mail. Et n'hésitez pas à suivre nos prochains webinaires. On va en faire. C'était notre premier webinaire et on va en faire d'autres dans les semaines et les mois qui viennent. Et bravo chez nous à Clarisse et Santa pour l'organisation de ce webinaire. Merci à tous. Au revoir. Merci à tous.